7h41 de retour dans les matins avec Bruno et on a en entrevue ce matin un ami et aussi un spécialiste en crypto-monnaie, M. Martin Nollet, originaire d'Amos. Bon matin, Martin. Bon matin, Bruno. Tu Merci m'entends? de me recevoir. Oui, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Excellent. Et puis là, ben Martin, en fait, je suis vraiment content de te parler ce matin parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous parlent de crypto-monnaie. On en parle un peu sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont l'air des spécialistes là-dedans. Et moi, j'ai des garçons aussi de 17, 19 ans, puis ça parle beaucoup de ça. Donc, ce matin, j'aimerais ça pour nos auditeurs qu'on explore un peu cet univers-là. Pour ceux peut-être qui connaissent moins ça, qui se sentent pas en sécurité dans l'univers de la crypto-monnaie. Donc, bon, pour commencer, ça fait combien de temps que ça existe, la crypto-monnaie, dans l'univers, là? Bitcoin, là, de mémoire, le livre blanc qui a donné naissance à cet actif-là, a été publié en 2009. Là, donc, ça fait peut-être à peu près une quinzaine d'années. Donc, c'est une industrie qui est encore jeune sur l'histoire de l'humanité, si je peux dire, mais qui prend de la maturité extrêmement rapidement parce que c'est 100% digitalisé, il y a beaucoup d'innovation dans le domaine. Donc, ça évolue rapidement, mais c'est encore relativement jeune. Fait que je pense que c'est normal pour la majorité des gens de encore se dire c'est nouveau, je ne connais pas ça. C'est pas tout le monde qui a grandi avec ces concepts-là. On a quand même Et appris à travailler avec un téléphone. On a ouais, appris à travailler avec tous ces outils technologiques-là. Pourquoi ouais. on n'a pas adopté la crypto-monnaie au même niveau qu'on a pu adopter, on est en train d'adopter l'intelligence artificielle, par exemple? Mhm. Euh, euh, je pense que la crypto-monnaie, puis il y a toujours une distinction à faire entre, disons, Bitcoin et plus largement après ça, les crypto-monnaies qui sont d'autres types d'actifs qui utilisent la technologie de la chaîne de blocs. Euh, c'est effectivement pas très utilisé encore, par exemple, au niveau transactionnel, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus actuellement. Euh, mais il y a beaucoup de travail, d'éducation à faire, puis beaucoup, je pense que c'est pas évident, par exemple, pour quelqu'un qui veut développer qui veut dire je veux accepter du Bitcoin comme paiement dans mon entreprise, comment je le fais. Il y avait beaucoup d'incertitudes, notamment au niveau fiscal dans les dernières années, au niveau réglementaire. Tout ça est en train de se clarifier. Et sur le web, on voit de plus en plus de sites web qui peuvent justement accepter divers types de crypto-monnaies, dont Bitcoin, mais aussi notamment des crypto-monnaies stables qui sont vraiment une crypto-monnaie qui sont adossées à 1 $. Donc, il y a une crypto-monnaie qui s'appelle le USDC aux États-Unis qui vaut 1 $ américain. Donc, ça devient plus facile pour les commerçants d'accepter ce type de monnaie-là plutôt que Bitcoin qui peut venir avec une certaine volatilité. Là. On ne se le cachera pas. Si je me fais payer 20 000 $ en Bitcoin une journée, en tant que commerçant, j'ai peut-être envie que ça vale encore 20 000 $ le lendemain, non pas 19 000 ou 21 000. Juste pour... C'est ça, c'est quand même surprenant. Et là, et pourquoi justement ça a autant de volatilité encore aujourd'hui, la crypto-monnaie? Euh, dans le cas de Bitcoin, il y a beaucoup de volatilité à court terme parce que je pense que c'est un actif qui n'est pas encore totalement mature. C'est un marché qui est somme toute rendu très liquide, mais qui ne vaut pas à un marché des obligations, par exemple, aux États-Unis ou au Canada. C'est très, très volatile, mais je m'excuse l'expression, quand on dézoome les charts, je peux dire, quand on se donne un horizon de 4 ans, la direction, par exemple, de Bitcoin, quand on compare au dollar canadien, au dollar américain, ça a été une progression constante. Oui. C'est-à-dire que j'ai de la volatilité à court terme, mais j'ai une progression à très long terme ou à moyen terme, disons, sur un horizon de 4 ans, qui est très évidente en termes de prix. Là. Donc, pour avoir un Euh, aperçu de ça, on tape là, Bitcoins, on va avoir rapidement une charte là, des 5 dernières années. On est capable de constater sur Google, par exemple, là, qu'il y a eu une constante évolution. Il y a quand même eu une explosion quand même dans les derniers mois. Bon, là, il y a une petite baisse là, qu'on observe, mais comme tu dis, ça fait partie de la volatilité. Mais il y a quand même eu une explosion, ouais. puis on a dépassé des sommets là, avec le 100 000 $ américain, là, avec le Bitcoin. Oui, exact. Ben, en fait, il y a eu beaucoup d'excitation dans le marché en lien avec l'élection américaine parce que Trump, dans sa campagne électorale, a promis
promis de considérer faire de Bitcoin un actif stratégique au niveau des États-Unis. Là, il avait promis faire un National Bitcoin Reserve. Donc, les États-Unis possèdent déjà 200 000 Bitcoins. Là, en date d'aujourd'hui, c'est environ 30 milliards de dollars canadiens. Et là, il avait promis de soit ne plus en vendre de ce que les États-Unis possédaient ou il a laissé sous-entendre que peut-être les États-Unis pourraient en acheter plus. Mais effectivement, là, le soir de l'élection américaine, Bitcoin était 70 000 américains. Aujourd'hui, il se transige autour de 98 000. Donc, c'est un 40 % de hausse dans les 3 derniers mois. Puis c'était plus que ça, même son recul de 2 semaines, il a été autour de 110 000 américains. Donc, très volatile. Mais tendance quand même à la hausse, alimentée, à mon avis, beaucoup par ce qui s'est passé du côté américain. Et là, ces choix-là stratégiques là, des gouvernements, là, parlons-en un petit peu. Je pense qu'on n'aura pas la capacité aujourd'hui d'aborder tous les sujets qui tournent autour de la crypto-monnaie, malheureusement. On va se souhaiter de pouvoir le refaire éventuellement plus tard, mais la stratégie des gouvernements, là, on a... Là, j'ai oublié le nom parce que je ne veux pas changer ma page, parce que je vais perdre ton image dans mon enregistrement. Mais il y a un petit pays là, en Asie qui a choisi d'investir ses surplus d'énergie dans le Bitcoin depuis, je pense, 8 ans. Puis plusieurs années. C'est depuis 2019, oui, exact. C'est le Bhoutan, un petit pays de 800 000 personnes en Asie que lui... le Bhoutan produit son énergie avec de l'hydroélectricité, ce qui pourrait te rappeler le cas d'un autre État que tu connais très bien. Ouais. Et eux, depuis 2019, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre ces surplus d'énergie-là. Et comme on sait, quand on produit de l'électricité, notamment l'hydroélectricité, je ne peux pas stocker cette énergie-là. Donc, c'est soit que je l'utilise, ou soit que j'accumule l'eau dans mes barrages, ou soit que finalement, je perds cette énergie-là si je n'ai pas la capacité d'accumuler mon eau dans les barrages pour faire une espèce de batterie. Et le Bhoutan, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils utilisent les surplus pour miner du Bitcoin. Et donc, ils se sont créés une espèce de trésorerie nationale de Bitcoin. Aujourd'hui, ils ont à peu près 11 500 Bitcoins qui ont accumulé au cours des années, qui vaut 1,1 milliard de dollars américains, qui n'est pas une somme nécessairement faramineuse, mais dans le contexte d'une population de 800 000 personnes, dans le contexte d'un pays où on parle d'utilisation de ressources excédentaires qui auraient potentiellement été perdues, mais ça semble vraiment une utilisation, disons, intelligente, ou à tout le moins efficiente des ressources de l'État pour dire, on ne va pas perdre cette énergie-là, puis on va générer un revenu, on va miner du Bitcoin avec ça. Martin Nollet, en 1 minute, là, est-ce que tu es capable de nous expliquer c'est quoi exactement le concept de minage? Oui, alors, il y a des gens sur la planète un peu partout qui utilisent Bitcoin au jour le jour, soit pour faire des transactions. Je l'ai dit au début, c'est encore c'est assez marginal dans les transactions, ou bien pour utiliser le réseau d'une quelconque façon. Quand ces gens-là font des transactions, on a besoin de gens qui sécurisent le réseau, qui prennent ces nouvelles transactions-là, puis qui l'ajoutent dans la chaîne de blocs, qui l'ajoutent dans le registre comptable du réseau Bitcoin. Et ceux qui font ça, c'est les mineurs. Et en échange, ils sont rémunérés par le réseau en Bitcoin. Donc, ils rendent un service au réseau, sont payés en Bitcoin. Et quand le Bhoutan utilise son électricité excédentaire, ce qu'ils font, c'est exactement ça. Ils participent à sécuriser le réseau, participent à enregistrer des transactions dans le réseau et ils sont rémunérés pour ça. Eh bien, c'est tout un univers vraiment. Et puis là, je vais vraiment te revoir, Martin Nollet, parce que il y a tout l'univers du meme coins aussi qu'on n'a pas abordé ce matin. Puis c'est ça qui fait partie aussi du côté très mystérieux de la crypto-monnaie qui continue de garder une chape de mystère autour de cet univers-là. Donc, merci quand même d'avoir pris. On a quand même appris beaucoup ce matin. J'espère que sinon, on pourra réécouter l'entrevue si c'est trop complexe. Merci beaucoup, Martin Nollet, d'avoir été là ce matin. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.